Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9, la 15e édition du Téléthon de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec frappe déjà à nos portes. Alors, pour nous en parler, je reçois le toujours très sympathique directeur de la ressource, M. Rémi Mailloux, et la toujours joviale Rosie Paradis, qui s'occupe, comme à chaque année, de la direction musicale. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est rendu une coutume et une coutume que je ne veux pas perdre. Jamais. Non plus. J'apprécie beaucoup. Oui. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation-là. C'est important. C'est déjà la 15e édition du Téléthon. Les années passent vite, M. Mailloux. Oui, mais ils passent vite, mais vu qu'on est entouré de plein de bon monde, c'est agréable. C'est agréable. Ça passe toujours mieux. Oui. C'est ça, exactement. C'est la 15e édition depuis que vous avez fait le Téléthon régional. Parce que ça se passait avant, on ne reviendra pas là, sur ça, sauf qu'avant ça, c'était au niveau provincial. Puis le jour où vous avez décidé que nous autres, chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, on est capable de s'arranger de ça. Puis je pense que les gens l'ont prouvé et vous l'avez prouvé également. Et une chose que je tiens encore une fois à dire, vous allez peut-être me trouver tannant, peut-être me trouver fatiguant, mais ça ne me revient pas en tout, vous changerez de poste. Non, c'est pas vrai. Mais une chose est certaine, et c'est important de le dire, et je le dis à chaque année, les sous ramassés restent en région. Monsieur Mailloux, c'est vrai. Tout à fait. Parce que c'est ça, c'est géré avec le conseil d'administration régionale et les sous demeurent à notre caisse populaire. C'est ça, exactement. Puis ça aussi, c'est important. Là, on en entend un peu moins parler. Je dirais presque plus parler, mais moi, j'en ai déjà entendu parler beaucoup et c'était malheureux d'entendre ça. Non, ça reste pas en région. Je le sais, un tel m'a dit que ça s'en allait à Montréal, etc., etc. Non, regarde. Puis on en parle à chaque année. Puis M. Mailloux est ici pour en témoigner et la bonne foi de M. Mailloux, je n'en doute pas une seule seconde. Et c'est dit encore une fois que ces argents demeurent en région. Monsieur Mailloux, bon, on était habitué à avoir un objectif de 375 000 Cette année, on l'a passé à 400 000 Vous avez ramassé plus que ça aussi l'an dernier, mais c'est raisonnable à 400 000 monsieur Mailloux. C'est raisonnable. Il faut dire, Gaby, qu'avec les membres qu'on a, on a 1690 membres. Donc, le volume de demandes qui arrive quotidiennement au bureau, c'est assez impressionnant. Même avec cet argent-là, puis si mon président était ici, Claude Direct, si vous me direz, on fait une très belle job parce qu'on aide beaucoup de gens. Ah oui, ça, je le sais, mais oui. Il y a des affaires qu'on ne peut pas ou qu'on ne pourra pas payer entièrement. Parce que quand tu as un handicap et quand tu as des besoins particuliers, c'est très, très onéreux. Puis le volume de demandes qu'on a, on ne peut pas répondre des fois en totalité aux demandes. Les demandes augmentent à chaque année, mais moi, si je vous demandais, M. Mailloux, juste un exemple de une ou deux demandes, c'est quoi les principales demandes que vous recevez? Bien, il y a beaucoup de demandes au niveau d'équipements spécialisés. Puis c'est ça qui coûte cher. C'est ça. Puis il y a aussi des fois de l'adaptation de domicile d'urgence, il y a des bourses d'études, il y a du répit, du gardiennage. En fin de compte, tout ce qui peut entourer la vie quotidienne des personnes handicapées, ça fait que c'est sûr. Puis là, des fois, avec l'argent qu'on a, on paie un peu de loisirs, de l'accompagnement au loisir. Mais oui, c'est parce que ces personnes-là ont le droit de vivre là, comme n'importe quelle personne dite normale. J'aime pas dire ça trop, parce que les personnes handicapées sont des personnes normales, tout simplement. C'est qu'ils ont eu le malheur d'avoir un handicap et ils savent vivre et bien vivre avec ce handicap-là. Et je l'ai déjà dit, puis je vais le redire, ces personnes-là sortent du placard.
de plus en plus, et c'est important. Avant ça, on avait tendance peut-être à les laisser de côté et à dire, non, toi, là, t'as ça, puis reste chez vous, puis viens pas dans la société. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Oui, il faut dire qu'un accident, c'est vite arrivé, puis ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous de se ramasser en chaise roulante, comme on dit. Là, nous autres, là, puis qui dit que demain, on n'aura pas besoin de la ressource? Tout à fait. On ne le sait jamais. Madame Rosie, l'aspect musical, mais c'est votre domaine particulier et vous vous en occupez admirablement bien et je vous en félicite. Merci beaucoup, parce qu'à chaque année, on regarde le Téléthon, ceux qui peuvent y assister, y assistent, on en parlera tantôt, et puis les gens vont assister à un spectacle. Oui, de qualité professionnelle. Et de qualité, exactement. Puis que vous dirigez d'une main de maître. Alors, c'est un honneur pour moi d'être à ce et c'est un honneur pour moi de vous le dire également. Oui, bon. Comme d'habitude, on a un spectacle haut à couleur, diversifié. Il faut dire que Rémi fait un travail aussi exceptionnel pour aller chercher des gros noms, là, nos artistes de Montréal. Je suis pas capable de dire non personne. C'est ça, non plus. Il faut dire aussi que depuis cette année et l'année passée, les gens appellent au bureau. Oui, les gens veulent beaucoup s'impliquer. C'est ça qui est important. Et aussi, tantôt, tu parlais de sous, il ne faut pas oublier que c'est bénévole partout, mur à mur. Moi aussi, évidemment. L'House Band aussi, les Belvédères, bénévoles, tous ces artistes-là. Ils s'en viennent de Montréal, puis ils ne cherchent pas un sou noir. Là. Très professionnel. C'est ça qu'il faut dire. Mais vous avez une influence extraordinaire, monsieur Mailloux. Tellement qu'on peut, excuse-moi Rémi, je vais te dire tout de suite les invités qu'on a parce que ça va être bon. Laurent Jalbert, qui est avec nous cette année. Très grande vedette. Très grande vedette, sympathique, très sympathique aussi. Très sympathique, j'ai vu en spectacle. Oui, Annie Blanchard. Star Academy, si je me souviens. Oui, notre belle Évangéline. Oui, exactement. Christian-Marc Gendron, Bruno Labrie. Nos artistes régionaux aussi qui sont excellents. Notre volet jeunesse qui est... Je suis très contente cette année. Fanny Leroux, c'est un ange qui va passer dans Terre du Cuivre. Loïc, le petit Loïc Trépanier de Val-d'Or aussi, qui est excellent. Mais vous devez faire un choix, là. Oui. Parce que, vous devez malheureusement dire à quelques-uns, bien là, cette année, je ne peux pas vous prendre. Ça, c'est pas le fun. Non, c'est la partie sombre de la job. Par contre, les artistes sont invités à venir participer au Karaodon, au Promenade du Cuivre, le samedi, le 28 janvier, de midi à 16h à peu près. Juste avant puis nos artistes viennent nous voir pour cette occasion-là. Chloé Baudouin du Témiscamingue aussi. Je continue. Évidemment, les Belvédères. Gilles Parent, notre ami Gilles Parent. Qui fait toujours la chanson d'ouverture, la chanson de fermeture, habituellement, qui est une de ses compositions aussi. Oui, exactement. Et il nous fait aussi une autre composition pour le volet jeunesse, qui est très appréciée. Oui. Joanne Mailloux va être avec nous autres. Yann Kelly aussi va être avec nous. B du Sauvage, Sébastien Graffard, Anna de J. Ah oui. Gate Boucher, Région Sauvage, écoute, ça fait que ça promet, et plusieurs autres. On a l'équipe d'animation de foule de Nadia Brassard, les cheerleaders. Oui, puis il faut... c'est ça qu'il y a, ça prend tellement... Oui, excuse-moi, encore, il ne faut pas que j'oublie ma gang du Centre musical en sol mineur qui assume la musicalité au plateau des Jardins, à RNC Média, Suzanne Blais, puis Régent Laplante, qui supervisent leurs élèves pour... C'est ça qu'il y a. Puis une chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'on parle des belvédères, puis on parle aussi de tous ceux qui sont dans l'aspect musical, là, qui sont là avec à la batterie, au synthétiseur, etc. Ces personnes-là, ils n'arrivent pas le matin puis ils s'installent puis regardent, on joue, là. C'est qu'ils donnent des heures aussi. Le directeur musical, Vincent Lemaitre-Vierge, fait un travail extraordinaire, communique avec les artistes aussi pour être vraiment sûr que tout le monde va être à l'aise, que ça va être parfait aussi. Et j'avais lu l'année dernière, je pense que Guillaume Lemaitre-Vierge disait qu'il ne se passerait pas de l'Abitibi-Témiscamingue. Il faut qu'il vienne chaque année au Téléthon
Alors, ça veut dire que... c'est ça. Vincent. Et puis, c'était... Pour lui, là, c'est une drogue, quasiment. Ben, c'est comme une deuxième famille, j'imagine. Hein? Nous autres, on l'a adopté. C'est des Abitibiens de cœur, toute cette gang-là. Exactement. Alors, il y a beaucoup de personnes encore. Il y a des artistes régionaux, il y a des grands noms. Vous avez encore fait un travail extraordinaire. Malheureusement, vous avez pas de place pour vous. Ben écoute, c'est parce qu'il faut que je laisse la place aux autres. Moi, là, c'est pas l'envie qui manque. Hein, ça, je le sais, parce que à vous voir aller, on se dit tout le temps, pourtant, Rosie, mais vous avez aussi, c'est tellement d'ouvrages. Oui, vous allez je me suis laissé déjà des places non? quand même, là, depuis, c'est ma 11e année cette année. Je me suis quand même permis d'être là de temps en temps. Là. Ça, c'est bien, ça. C'est bien. Monsieur Mailloux, l'an passé, une récolte de 457 000 moi, j'ai trouvé ça extraordinaire et je ne suis pas le seul. Tout le monde en Abitibi-Témiscamingue a crié bravo. Ça fracassait le record de 2010 qui était de 411 000. C'est donc dire que le 400 000 demandé cette année, on en a parlé, c'est raisonnable et réalisable. Tous les efforts sont mis. Tous les bénévoles, nos coordonnateurs, parrains, marraines d'honneur, sont là, ils travaillent fort depuis, je dirais, 5-6 mois pour des activités pré-Téléthon. On compte quand même une quarantaine d'activités. C'est ça qu'il y a, c'est ça, parce que les gens, il ne faut pas que les gens pensent que c'est juste cette fin de semaine-là, juste ce dimanche-là, qui cette année est le 29 janvier, si ma mémoire est fidèle, c'est ça? Le 29 janvier, c'est qu'il y a d'autres activités qui se passent au cours de toute l'année aussi. Puis, qu'est-ce qui est bien important, c'est que le Téléthon, c'est comme la fête, hein? C'est comme la fête annuelle des personnes handicapées. Moi, Rosie et Rosine ont été témoins. C'est quand on va dans les clubs de personnes handicapées, dans les associations locales de personnes handicapées, ils ont hâte à aller au Téléthon. C'est une fête. C'est une fête. C'est leur fête à eux autres. C'est leur Téléthon. Puis on les voit aussi quand on promène une caméra. On les voit très bien. C'est le bonheur dans la figure de ces personnes-là. C'est extraordinaire à voir. Le temps passe très vite. Il y aura encore 3 plateaux, M. Mailloux, cette année, Desjardins, Jean Coutu et Provigo, encore une fois. Et l'animatrice principale, je devrais dire, Isabelle Harvey, encore cette année. La très dynamique Isabelle Harvey. Avec les 9 autres animateurs. Oui, aussi. Oui, il ne faut pas oublier les autres. Aussi, on va revoir plusieurs présidents d'honneur des années antérieures. Ça fait qu'on va avoir des petits clins d'œil. Des petits clins d'œil faits à ce moment-là. Donc, c'est le 29 janvier, de 16h à 22h. C'est à la télé de Radio-Canada régionale, à ce moment-là. Et puis, c'est également sur Internet, monsieur. Oui. On peut aller sur www.cablevision.qc.ca, cliquer sur l'onglet Téléthon en direct. Et très brièvement, il reste à peine 1 minute. Président d'honneur. M. Bello de Gold Corp qui fait un travail extraordinaire. Il est supposé de nous arriver avec des surprises. Puis il veut vraiment, c'est un monsieur-là, c'est un monsieur sensible qui connaît la cause, qui a été proche des personnes handicapées. Ça fait que exactement. On va le voir. Alors, on vous souhaite tout le succès possible. On invite les gens, Rosie? Bien sûr, on est sur place, le Caraodon. Je veux aussi remercier mon adjoint sur le dossier, Ginette Massicotte, qui fait le job effrayant. Puis le centre Élisabeth Bruyat, qui nous a prêté leur salle pour faire des répétitions. Donc, et vous autres, à la maison, venez nous voir au Téléthon, sur place. Alors, Mme Rosie, M. Rémy, merci beaucoup. Puis, tout le succès possible. Puis, on invite les gens à aller vous voir, justement, puis à donner, parce que c'est pour une très, très bonne cause. Merci infiniment. Puis, on se revoit après le Téléthon pour vous donner des résultats. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie bien. Courte pause et on vous revient, mesdames et messieurs. Restez là.
La ville de Duperquet est-elle plus minière qu'agricole? Alors, pour nous en parler, je reçois le maire de cette ville, M. Gilbert Rivard. M. Rivard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, M. Rivard. Dans mon intro, je disais que est-ce que Duperquet est une ville plus minière qu'agricole? On ne peut pas être agricole, on n'a même pas une terre agricole. C'est ça, exactement. Une terre agricole. Donc, la réponse, c'est que vous êtes beaucoup plus une ville minière qu'une ville agricole. Une grande partie du canton du Duperquet n'est même pas subdivisé en lots. Ah, OK. Non, c'est le seul canton qui n'est pas subdivisé. Du rang 1 au rang 6, c'est un bloc. 100 lots. OK. Un lot. Un lot. Bon. Fait que ça, c'est réglé. C'est réglé. Monsieur Rivard, pour Duperquet, là, on sait que, bon, il y a eu déjà une grosse mine à Duperquet. Là, il y a des forages qui se font un peu partout, là, sur le chemin de Matheson, puis tout ça, là, il y en a beaucoup. Même dans le coin directement de Duperquet aussi. Pour Duperquet, est-ce que la nouvelle loi sur les mines, est-ce que c'est un plus pour Duperquet? Bien, la nouvelle loi sur les mines, je pense pas qu'elle affecte tant que ça, parce que quand on parle des périmètres urbains, la majorité des périmètres urbains, c'est très petit. OK. C'est pas. Il n'y a pas de grand périmètre urbain. Premièrement, le gouvernement n'a jamais voulu, c'est pas qu'il y ait d'étalement. OK. Alors, dans les milieux ruraux, tu vas avoir des terres sur les. Un peu. Sur tout le territoire, mais il y a quand même un village. Tandis qu'à Duperquet, il n'y a pas de terre agricole, il n'y a pas de l'eau subdivisée, on peut pas aller en dehors du périmètre urbain. Puis le périmètre urbain il est petit, mais par contre, tout le côté nord et côté est de Duperquet, c'est des concessions minières et non des claims. Ah, OK. C'est différent, ça. Oui, c'est pas la même chose, non, ça. concessions minières, c'est qu'ils sont propriétaires du terrain, de la surface OK. et du sous-sol. Fait qu'ils ont deux types de propriétés. Ça change la donne, ça, à ce moment-là? Ça change la donne. Les gens sont vraiment propriétaires. Les propriétaires sont propriétaires comme tout le monde. Là. Oui. Mais en plus comme Gilbert Rivard, moi je suis propriétaire sur le bord du lac, mais je suis propriétaire de la surface. Oui. Puis eux sont propriétaires de la surface et du sous-sol. Du fond et du très fond. Oh, là, OK. Vous dites que vous n'avez pas la même mentalité, on parle des gens de Duperquet, que vous n'avez pas la même mentalité que vos voisins agricoles. Ça veut dire quoi? Pas la même mentalité, je veux dire, on ne peut pas penser pareil. On peut pas penser la pareil. vision n'est pas la même. Non, on ne peut sûr. pas penser pareil au niveau du développement. Tu vas penser développer l'agriculture à Saint-Germain, mais tu ne peux pas penser ça à Duperquet. Il n'y en a pas. C'est du forestier ou du minier. Le territoire est soit forestier ou soit minier. Tout le territoire autour de la ville de Duperquet, là, c'est un CAF 3A qu'on appelle, OK. qui est forestier. La balance, c'est minier. Puis tous les mines ont préséance sur le forestier, ont préséance sur tout le monde. Pourquoi que les mines ont préséance tant que ça? Ça, la loi a été faite comme ça dans le temps. C'est une loi qui date. Autrement dit, une mine arrive, tassez-vous. Bien, pas directement, tassez-vous. Je dirais qu'ils ont quand même des choses à respecter. Oui, je comprends. Mais c'est bien qu'on va culbuter le domaine agricole, on va culbuter le domaine forestier. On peut-tu aller jusque-là pour dire, moi, là, je m'installe ici, je fais un claim, comme on dit, là, je fais un claim, il y a du minerai. Un claim. Un claim, là, c'est une location que tu loues du gouvernement, un territoire donné, qu'on appelle un claim. C'est un terme anglophone qui est tout le temps resté, qui est resté dans le domaine minier. Mais ça, les claims, tout le monde se bat pour ça, parce que si tu as loué le bon petit morceau de terrain, puis c'est là qu'il y a du minerai, bien, tu cours une chance de faire de l'argent. Quand on part de Duperquet, là, tu pars de Duperquet, là, aller jusqu'à la route de Macamic, là, ça, je dirais qu'il n'y a pas de terrain là, chaque côté de la route 393, en s'en allant pratiquement jusqu'à Rouen, là, en venant jusqu'à Saint-Germain, partir de Saint-Germain, aller jusqu'à Saint-Germain-de-Poularié, en s'en allant vers Rouen. Il ne doit pas y avoir de terrain qui est disponible. Oui? Ah non, ça doit être tout réservé par des petites compagnies, des individus, des grosses compagnies. On réserve ça comment, M. Rivard? Tu fais une demande au ministère, il appelle ça du jalonnement, il faut que tu délimites ton terrain, il faut que tu saches qu'il y en a d'autres, puis là, tu délimites. Est-ce que c'est loué? C'est loué, oui. Avant ça, ils faisaient ça sur le terrain. Maintenant, ils sont capables de faire ça par ordinateur. Tu n'as plus besoin d'aller sur le terrain. Parce que les 4 poteaux là, que tu plantais là, dans la 10, là, ce qui délimitait ton terrain, là, il y avait quasiment des batailles parce que ça finit une journée, ça.
tu as loué pour tant de temps, puis le lendemain, c'est le premier qui arrive, qui plante le piquette, qui devient le propriétaire. Mais ça, c'est la méthode des mines. Ça veut dire qu'on fait du sondage, beaucoup, entre, mettons, Pouillery et en montant vers Rouen? Ah, oui, il y a des compagnies un peu partout. Là. Il y en a un peu partout. Là. On ne les voit pas parce qu'en voyant une drill dans le bois, ils vont faire un chemin à travers du bois. Tu le vois quasiment pas. Non, mais il y a du monde qui travaille dans ce secteur-là. Si on part de la route... Sur le 9000, mettons. Sur le 9000, là. Puis quand même, quand tu sors sur la route de Rouen, tu vas voir les entrées. Là, tu vois oui, on en voit plusieurs. Il y a des drills à quelque part qui travaillent là. Ils travaillent sur les terrains. C'est surtout des petites compagnies qui font les travaux maintenant pour les grosses. Pour les grosses, oui. Ça veut dire que d'autres, ils essayent d'aller s'en trouver. Ils font les premières démarches, ils font les premiers sondages. Ensuite, ils vendent ces terrains-là aux plus grosses compagnies. Mais c'est ça qu'il y a, c'est que vous êtes placés pour le savoir. Nous autres, on voit que des chemins là, qui percent dans le bois là, quand on monte à Rouen et puis tout ça. Mais ce que ça en est, ça. Ce qu'on appelle la faille d'Estar par Campagne. Tu pars de Destar, tu t'en vas à Timmins, à par Campagne. Oui, OK. Ils appellent ça la faille d'Estar par Campagne. Bon, bien, cette faille-là, c'est jalonné partout, c'est travaillé régulièrement. Puis quand on s'en va sur la route de Madison, du parquet à Madison, il y en a 4-5 mines. Oui, c'est le même. Les gens du parquet, il y en a beaucoup qui travaillent là. Les gens de l'Abitibi-Ouest. Oui, sûrement. Il y a au moins 140 gars qui travaillent juste sur l'autre côté des lignes, là, dans une mine qui est juste du côté ontarien, mais c'est la même faille. Fait que ça, ils appellent ça un camp minier. Tu ne trouves pas une mine. Tu trouves plusieurs mines. Parce que sur un territoire donné, il y a la faille Kirkland-Cadillac, la faille Parc-Capin de Star. Bon, ben c'est des chemins pour le minerai. Mais c'est toute la même veine ou à peu près? À peu près. OK. Fait que là, ben, les gens vont travailler alentour de ça parce que c'est là qu'ils vont faire. C'est là qu'il y a des chances de. Il y en a sûrement ailleurs, mais. C'est la place qui a plus de chances. Fait que les gens, quand ils veulent faire des découvertes... Ça veut dire qu'on pourrait, dans le proche futur, on pourrait voir des mines s'ouvrir en Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda. Ben oui, on a tout le temps eu, mais je veux dire, le nord... Au sud de Rouen, il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup, non. Puis, la limite, on dirait qu'elle est... il y en a eu des mines jusqu'à pas loin de Sainte-Germaine. Là. Il y a eu une petite mine là. Il y a eu des puits en s'en allant à La Ferté. Si tu regardes l'histoire d'Estar, il y a eu des mines. Quand on s'en va sur le chemin de Rouen, quand on tourne pour Rouen, quand on sort à 393, il y a une mine là qui a été ouverte. C'est des petites mines. Ça rouvre, ça ferme. Il n'y a pas assez de minerais. Il n'y a pas assez de... Le hors body n'est pas assez gros. OK. Je sais que vous êtes très au courant du domaine minier, M. Rivard, puis j'aime ça en discuter avec vous également. Est-ce que dans un proche avenir, en Abitibi-Ouest, est-ce qu'on peut voir s'ouvrir une nouvelle mine? À Duparquet, il va en avoir une, c'est certain. OK. Sur l'ancien site ou bien non? Je ne peux pas dire sur l'ancien site, mais dans les environs, il y a trop de travaux qui se font pour pas que quelqu'un... Un jour, il y avait un géologue qui a dit, c'est peut-être pas nous autres qui va le trouver, mais il y en a un jour qui va tomber dessus. C'est comme à Val-d'Or, la mine Ore Resource, c'est parmi tout le monde, là. Oui. Puis ils ne l'avaient pas trouvé, puis ils l'ont trouvé tout d'un coup. Ils sont arrivés dessus, là. Ça paraît... Tu sais, dans un terrain, dans un champ, un terrain de jeu de ce grandeur-là, là, eh bien, le minerai, il est concentré à certaines places. Là, il trouve du minerai partout. Dans ce secteur-là, il trouve du minerai partout, mais pas en quantité suffisante. Pas assez pour exploiter une mine, autrement. Puis on dit pas en quantité suffisante pour le prix d'aujourd'hui, mais dans 20 ans, peut-être que ce sera en quantité suffisante. Exactement, c'est ça. On parlait, M. Rivard, l'autre jour, tous les deux, qu'une mine peut faire de l'exploitation pendant plusieurs mois, voire même peut-être une année complète, sans avoir de permis officiel, sans donner de redevance au gouvernement. C'est quoi cette chose-là? Bien, je veux dire que la mine quand on fait de l'exploration, l'exploration, là,
quand ça devient une mine, là, il y a beaucoup de travaux. Oui. Il y a eu beaucoup d'échantillonnage. Quand on appelle d'échantillonnage, je ne peux pas dire le nombre de tonnes, mais il va se sortir des tonnes et des tonnes qui vont être envoyées dans d'autres moulins, parce qu'ils ne construiront pas un moulin de mine sans savoir où est-ce qu'ils s'en vont, ces gens-là, parce que c'est beaucoup d'argent. Fait qu'ils vont commencer par sortir des tonnes de minerais qu'ils vont envoyer traiter dans des moulins aux alentours. Et puis, pour savoir si vraiment on les quantités, puis la teneur. Fait qu'il y a des travaux qui se font avant une mine, là. On peut dire que les gens vont dire il y a une mine, puis il y a une mine, puis les gens de mine vont dire non, c'est pas encore une mine, c'est pas encore une mine. Pour eux autres, c'est juste l'exploration. C'est ça. Par contre, ils sortent du minerai, par exemple. Ce qu'ils appellent l'échantillonnage. L'échantillonnage. Puis c'est beaucoup de tonnes. C'est beaucoup de tonnes. Si on en transporte pendant un an de temps, oui. C'est beaucoup de tonnage. C'est beaucoup de tonnage. Puis la minière ne paye rien au gouvernement dans ce temps-là, parce que ce n'est pas déclaré comme mine officielle, c'est ça? Bien, je pense pas. Ce que je sais, ça prend, pour faire de l'exploration, c'est pas le même type de permis. OK. Fait qu'ils sont pas en exploitation, ils sont en exploration. Fait qu'il n'y a pas de bénéfice, là. Parce que les coûts pour faire une mine, c'est des millions et des millions et des millions. C'est énorme. Fait que là, c'est pas encore économique. OK. En septembre 2010, M. Rivard, pourquoi du parquet, pourquoi avoir refusé Globex? Parce que ça a fait couler beaucoup d'encre, puis du parquet a refusé Globex. Ici, dans un gros titre, c'est marqué « Globex ne voulait pas surpayer ». Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi avoir refusé Globex? Bien, ça veut dire qu'il y a des points sensibles dans une municipalité. Le lac à du parquet, l'utilité du lac, quand la mine a fermé en 1957, c'est pratiquement le lac qui a gardé le monde, qui a un peu sauvé la municipalité, la ville. C'est que les gens, les gens qui sont venus s'installer sur le bord de l'eau, qui ont fait en sorte d'être capables de continuer une municipalité. Sans ça serait devenu pratiquement fantôme. Fait que le lac est important. Puis Globex, ce qu'il voulait faire, c'est d'aller sur le lac, forer. Puis il n'y avait pas besoin de le demander à la ville. Mais pour simplement dire que s'il y avait des bas de lac, ils ont demandé à la ville. Fait qu'ils ont demandé au conseil, à la ville, la permission, puisqu'ils n'étaient pas obligés de nous demander. Il y avait juste besoin d'avoir Ils nous ont demandé pour se dégager s'il arrivait quelque chose. Ouais. La ville nous a donné autorisation, donc il aurait dû voir ça. Ouais. Puis là, ben, je veux dire, au niveau de la ville, c'est sûr que le conseil a dit non. Par contre, il pouvait la nouvelle loi 14 n'était pas passée, 114, 14. La loi n'était pas passée, fait qu'il pouvait le faire pourvu qu'il y avait l'autorisation du ministère, puis il l'avait. Ce qu'ici, là, c'est parce qu'on parle eux autres, Globex, ils disaient que, bon, il y avait une foreuse à l'huile végétale qui n'était pas dommageable. Et, entre autres, ils parlaient aussi qu'il y a plus de 300 bateaux à moteur sur le lac qui polluent bien plus que leur foreuse aurait pollué. Là, on peut embarquer dans une discussion terrible là-dedans. Là. Je veux dire, c'est tout simplement que si tu fores sur le lac, c'est que tu veux faire une mine sur le lac. Oui, il y a ça aussi. Bon, c'est pas le trou lui-même. Non. C'est pas c'est tout ce qui peut arriver par après. Ouais. Ben, c'est certain que si tu vas chercher, si tu fais de la prospection dans un endroit, c'est la terre de M. Intel, c'est parce que tu penses qu'il y a quelque chose en dessous. Sûrement. S'il y a quelque chose en dessous, c'est parce que... S'il y a quelque chose en dessous, c'est parce qu'il faut aller le chercher. C'est ça, exactement. Fait que si tu dis, non, on veut juste faire un trou, ben pourquoi tu le fais le trou? C'est... on s'amuse. Ben oui, on s'amuse. Puis même si on dit que c'est végétal, puis que c'était pas dangereux, c'est peut-être pas dangereux, mais il y a toujours des risques. Il y a toujours des risques. On peut pas... Tu es avec une barge sur un lac, et puis il peut arriver n'importe quel incident. Puis c'est beau dire que tu sais faire marcher tes moteurs avec une huile végétale. Il peut arriver différentes choses. Monsieur Rivard, c'est tout le temps que nous avons. Merci infiniment. C'était très intéressant. On va vous réinviter sûrement avec grand plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Rivard. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une autre émission de Info 9. Au revoir.